8h30 sur LCI. Mon invité ce matin, le général Jean-Paul Paloméros. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême de l'OTAN. L'annonce de cette nuit, c'est l'armée israélienne qui annonce avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza. Gaza City, on parle bien de ce point précis. Qu'est-ce que cela dit d'abord de la stratégie israélienne de s'être concentrée précisément sur ce point de Gazaville, Gaza City? Très clairement, les militaires israéliens, les chefs, ont décidé, et après une analyse évidemment assez approfondie de l'état des forces, que Gaza constituait le centre de gravité du fonctionnement du Hamas et donc de son pouvoir, de ses capacités militaires. Et c'est une bonne chose parce que dans une guerre, il faut savoir cibler, effectivement, si on veut définir des buts partiels et ensuite atteindre un but plus global. Parce qu'on le rappelle, Gaza, la bande de Gaza, c'est 360 km². Donc il ne s'agissait pas de finalement cibler tout le territoire. On s'en est rendu compte assez vite avec cette partition, en quelque sorte, le sud, le nord. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a pas, que le Hamas n'est pas présent au sud, hein, c'est pas ça. Bien Là, sûr. ils sont en train de fixer des priorités. Alors, quand on dit encercler, c'est quand même un terme un peu générique. Bien, ils sont présents autour, ils vont tâcher progressivement de tarir tout ce qui peut permettre au Hamas de continuer à être actif, opérationnel. Et progressivement, ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait, cibler. Avec la difficulté, malgré tout, c'est que ce qui n'a pas bien marché, c'est l'exfiltration, en quelque sorte, de la population civile. Et à la limite, on se doute bien que c'était quasiment mission impossible. Il aurait fallu beaucoup plus de temps. On y reviendra justement, et donc, voilà. des conséquences sur le terrain. Juste sur le terme d'encerclement et de la stratégie israélienne, vous dites que l'objectif est de tarir aujourd'hui les forces du Hamas. On le voit, plusieurs chefs ont été tués. Oui. En revanche, on a pointé du doigt et on a mis sur le tapis finalement la problématique des tunnels de Gaza. Ces kilomètres et ces kilomètres de tunnels. Est-ce qu'aujourd'hui, par cette stratégie de l'encerclement de Gaza City, Tsahal peut obtenir des résultats concrets? D'abord des tunnels qui ne servent pas à protéger la population palestinienne. On peut le rappeler quand même. Mais pas du tout par ces tunnels que la population On parle d'otages, mais en fait les plus gros otages, les plus grands otages, c'est la population palestinienne et en particulier celle de Gaza. Donc là, il y a évidemment une responsabilité du Hamas. Alors maintenant, les tunnels, bien sûr que c'est une infrastructure lourde qui a permis au Hamas surtout de préparer sa guerre. Maintenant, est-ce que ces tunnels vont lui permettre de continuer la guerre? Et c'est ça l'objectif d'Israël. Ces tunnels, ils les connaissent. Ils ont d'ailleurs la frappe qui a eu lieu récemment, qui a fait, c'est normal, beaucoup de bruit. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a frappé de manière très précise. Dans le camp de Jabalia? Dans le camp de Jabalia. Un leader du Hamas et un tunnel, ou l'entrée d'un tunnel, enfin en tout cas un tunnel. Et le tunnel, en s'effondrant, a entraîné l'effondrement, c'est ce qu'on appelle vraiment des dommages collatéraux, a entraîné l'effondrement du quartier. Bon, ben voilà, ça prouve que toute cette série de tunnels, Israël ne peut pas s'attaquer à chacun des points, donc elle est obligée de choisir, de définir, parce qu'au fur et à mesure que les Israéliens avancent, ils ont plus de renseignements aussi, et ça c'est extrêmement précieux. Il y a un point sur lequel il n'y a pas de communication, c'est les prisonniers. Ouais. On parle des morts, du côté du Hamas c'est assez flou. Des prisonniers, des otages, vous voulez dire? Non, alors il y a les otages, mais il y a les prisonniers. Moi je parle des prisonniers, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'Israël avance, je pense qu'il y a un certain nombre de prisonniers, et les prisonniers, c'est quand même une source de renseignement, si vous voulez. Donc il faut qu'Israël, en gagnant du terrain, doit gagner aussi confiance et ce renseignement qui est extrêmement précieux. Ça c'est vraiment fondamental, parce qu'il ne peut pas... Gaza, c'est très vaste. Il va être obligé de quadriller, ils vont être obligés de quadriller Gaza. Alors ça va être la suite des opérations après cet encerclement. En effet, Benyamin Netanyahou était sur le terrain hier, a parlé d'une opération difficile avec des pertes douloureuses. L'armée a fait état de plus de 330 soldats de Tsahal tués depuis le 7 octobre. Oui, c'est une vingtaine pour l'instant dans l'opération elle-même. Dans l'opération terrestre. Ce qui est trop, mais ce qui est quand même limité. Quelle va être justement la suite? Vous, l'expert que vous êtes, après avoir encerclé, on a vu, en plus de ces chars, des bulldozers qui tentent d'entrer dans la bande de Gaza pour sans doute libérer finalement le terrain, parce que une partie de cette ville de Gaza et de la zone est un champ de ruines. Quelle va être désormais
le rôle de Tsahal et son offensive sur le terrain? Alors d'abord, ça va dépendre de l'attitude du Hamas. Parce que c'est le Hamas qui est sur le reculoir maintenant. Donc est-ce que le Hamas va vouloir affronter Tsahal directement sur le terrain, ou est-ce qu'ils vont justement s'enterrer et essayer de mener plutôt des actions de type terroriste? C'est un mouvement terroriste, c'est pas une armée constituée, si vous voulez. Ils n'ont pas tous les moyens d'une armée, fort heureusement, pour Tsahal. Donc je crois que les Israéliens vont conserver cette vigilance et cette surveillance permanente du champ de bataille. Ils ont tous les moyens pour le faire, ils maîtrisent l'espace aérien, ils ont des drones, ils ont des avions de combat, et ils vont continuer ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire des opérations ciblées qui mettent en œuvre toutes les composantes terrestres, les opérations spéciales, les drones, l'armée de l'air, qui est très puissante en Israël, on le sait, et pour ne pas se laisser entraîner dans une guerre où ils s'enliseraient quelque part, une guerre de masse en quelque sorte, certainement pas. J'aimerais juste m'arrêter sur un point intéressant que vous soulignez, l'importance des prisonniers, justement, parce qu'ils ciblent, ils tuent des chefs du Hamas, mais ils en emprisonnent aussi. C'est une source de renseignement important pour eux? Il faut qu'ils aillent chercher le renseignement au cœur, si vous voulez. On a vu la phase initiale, une surprise. Après, l'histoire dira si oui ou non le renseignement existait, s'il il a été exploité. On va laisser ça, en quelque sorte, aux historiens. C'est trop tard pour en parler. Mais oui, il faut aller chercher l'information où elle se situe. C'est pas un hasard s'ils arrivent à cibler les chefs du Hamas et à décapiter le Hamas. L'idée des Israéliens, c'est de dire le Hamas n'est pas une armée constituée. Si on tue, si on fait disparaître les chefs, cette bande, ce terroriste, vu d'Israël, ne sera pas capable de se réorganiser pour présenter un danger majeur. C'est ça aussi, affaiblir. Peut-être éradiquer, c'est trop fort parce que le Hamas est immergé dans Gaza. Pas éradiquer, mais affaiblir à un point où le Hamas ne soit plus une menace pour Israël. Selon plusieurs sites d'information israéliens, le Mossad et le Shin Bet, les services de renseignement extérieurs et intérieurs du pays, auraient formé une sorte d'unité spéciale, indépendamment des autres unités de commandement et du contrôle de Tsahal, s'inscrivant dans cette stratégie de recherche de renseignement. Est-ce que vous en savez un peu plus? Et est-ce que vous savez quel est leur objectif ultime? Est-ce que vous savez comment ils opèrent? Est-ce que là aussi, ça paraît assez nébuleux, mais une force très importante pour l'armée israélienne aujourd'hui? On ne peut que tirer des déductions. Bien sûr que les secrets doivent rester secrets. Et comme disait Churchill. Parce que l'armée israélienne, je me permets de faire cette parenthèse, est très forte dans la communication. Oui. Communique énormément. Mais malgré tout, dans tout ce qui est dit, donné à l'opinion publique et aux opinions internationales également, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées et divulguées forcément. C'est aussi ça, faire la guerre. Bien sûr, la guerre de l'information, elle a lieu au quotidien. Je trouve que Tsahal a plutôt une communication assez claire et sans embâche. Bon, elle évolue et c'est normal au fil des événements. Maintenant, il est évident que Israël est un pays qui est, je dirais, sur le pied de guerre, ou en tout cas qui se prépare en permanence à mener cette guerre, y compris tous azimuts. Donc, elle s'est donné les moyens. C'est une armée qui est très technologique d'un côté, et qui repose aussi sur la volonté et sur l'engagement des citoyens. Et on le voit avec cet appel aux réservistes. Enfin, on ne mesure pas ce que ça peut constituer, appeler plus de 300 000 réservistes, les mettre sur le pied de guerre. Il y a peu de pays dans le monde qui sont capables de faire ça dans les délais impartis, oui, en seulement quelques jours. En formant des réservistes qui connaissent leur métier. Alors, peut-être pas tous, bien sûr, mais dans l'ensemble, quand même, ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'Israël peut assurer sa sécurité. Donc, bien sûr qu'ils se sont dotés de tous les moyens de renseignement humains, techniques, qu'ils utilisent toutes les technologies. Je suis sûr que forcément l'utilisation d'intelligence artificielle avec des masses de données, ils ont une industrie aussi, ils ont une relation aussi avec les Américains qui est telle qu'ils emploient au mieux, enfin le plus possible, cette capacité d'extraire le renseignement vital d'une masse d'informations qui caractérise les champs de bataille aujourd'hui. Relation avec les Américains, transition toute trouvée. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a posé un pied sur le territoire israélien ce matin. Les États-Unis qui appellent une nouvelle fois des mesures concrètes pour épargner les civils dans la bande de Gaza. Vous le disiez, je vous ai écouté ces derniers jours, on n'appelle pas à un cessez-le-feu contre le terrorisme, dites-vous.
Ça a été d'ailleurs un niet définitif de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre. Mais que faire avec ces appels, notamment de la communauté internationale, à protéger plus les civils dans la bande de Gaza et à mettre en place cette trêve humanitaire dont on voit que les effets sont quasi nuls, en tout cas ces derniers jours? Là, je vais revenir un petit peu, non pas à la genèse, mais il ne peut pas y avoir d'action militaire sans une orientation politique relativement claire. On ne peut pas définir des objectifs politiques millimétrés dans chaque crise, ce serait trop simple. Et donc, il y a eu cette phase de réaction vive, et c'était normal, parce qu'Israël a été attaqué de manière ignominieuse, etc. Et le 7 octobre va rester dans les mémoires, comme le 11 septembre, et dans les mémoires du monde entier. Pour vous, le comparatif est... Oui, il valable. Justifier une attaque terroriste, c'est différent, le cas est différent, et c'est plus existentiel encore pour Israël. Et ça, il faut bien le comprendre. D'un autre côté, vous voyez, on parle beaucoup des crises, des conflits gelés. Le problème palestinien, c'est une crise qui est bouillonnante en permanence. Et si on n'essaye pas de donner une vision, et si possible de l'espoir, à ces gens-là qui sont en train de mourir, je ne vois pas comment on pourrait sortir par le haut de cette crise. Si c'est pour reconstruire des barrières et casser des ponts, je pense qu'on prépare mal la suite. Enfin, c'est vraiment la solution politique aujourd'hui. Conviction personnelle. Donc, bien sûr qu'il faut frapper le Hamas, il faut frapper dur, il faut montrer que personne ne peut s'en prendre aux intérêts vitaux d'un pays comme Israël, et il faut soutenir Israël dans cette mesure. Mais tout ça ne pourra, la visite de Tony Blinken, je pense, et toute cette manœuvre diplomatique, en particulier américaine, a cet objectif, c'est de dire oui, nous sommes avec vous, oui, nous voulons qu'Israël non seulement survive, mais a le droit de survivre, et c'est un devoir pour la communauté internationale, mais d'un autre côté, il faut aussi définir l'avenir de millions de personnes. Vous vous rendez compte, on a 2,3 millions Palestiniens qui se sont amassés, excusez l'expression, sur cette bande de Gaza au fil du temps. Bien sûr que c'est une bombe à retardement. Donc, si vraiment cette crise majeure doit nous imposer un devoir, c'est de regarder l'avenir en face. Alors, quand je dis nous, communauté internationale, les Israéliens seront assez grands pour tirer eux-mêmes les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une démocratie. Et ils régleront le problème d'une manière démocrate. Pour l'instant, ils sont dans un mode survie. Il faut les soutenir. Et ils essayent de faire le maximum pour éviter, malgré tout, les dommages collatéraux. Vous évoquiez dans la première partie de cette interview, notamment ce qui s'est passé à Jabalia, qui a choqué la communauté internationale. Vous avez expliqué, en fait, la volonté de cibler un tunnel. Il y a des dommages collatéraux. L'ONU parle de crime de guerre, évoque un crime de guerre. Est-ce que, dans ces cas-là, vous parlez d'une riposte proportionnée ? Très clairement, ce sont des civils qui ont été tués. Il y a eu 4 écoles de l'ONU aussi qui ont été visées. Qu'est-ce que vous dites en tant que militaire, en tant que spécialiste de ces questions? Là aussi, ça fait partie de la guerre. Malgré tout, ce sont des civils, des centaines de civils qui ont perdu la vie. C'est une lourde responsabilité pour un chef militaire qui doit atteindre un objectif, de prendre ce type de décision. On n'a pas vécu, je n'ai pas vécu ce type d'événement, mais j'en ai vu d'autres. Et à un moment donné, effectivement, vous devez faire la part des choses. Là, le Hamas a pris les Palestiniens en otage. C'est malheureux, c'est le Hamas qui a déclenché tout ça. On pourrait s'interroger longuement pourquoi. Moi, je pense qu'ils ont vu D'abord, ils étaient un petit peu mis sur la touche par rapport à ce qui se passait dans les relations d'Israël avec un certain nombre de pays. Ensuite, ils ont dû se sentir assez forts et ils se sont dit c'est maintenant et on va allumer la mèche en espérant que ça suivra. Mais pour que le Hamas se suicide en quelque sorte, parce que là, les Israéliens vont plus lui laisser d'espoir, c'est qu'il avait cet objectif-là, mais il savait il pensait que la protection en quelque sorte de la population palestinienne pourrait peut-être lui éviter ce genre d'action. Il a complètement sous-estimé la réaction israélienne. Alors évidemment, de toute façon, il y a toujours... En se servant de la population comme des boucliers humains. La population civile, c'est toujours la première victime de toutes les guerres. On l'a vu quand on est sorti de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Combien de Français ont laissé leur vie pour la libération de civils, pour la libération de notre pays. C'est terrible à accepter. Il faut faire le maximum
pour réduire ça. Les moyens de ciblage aujourd'hui sont meilleurs, mais quand vous avez un tunnel qui s'effondre, évidemment, il entraîne avec lui toute l'infrastructure qui est au-dessus. C'est aussi simple que ça. J'aimerais vous interroger sur l'Égypte. Le poste de Rafah a été ouvert. On apprend ce matin que 600 personnes ont pu être à nouveau évacuées. Le porte-parole du gouvernement confirme que parmi ces personnes, ces 600 personnes, 50 binationaux français font partie de ces personnes évacuées. Qu'est-ce que vous voyez dans la réponse de l'Égypte aujourd'hui, qui pendant des semaines a tergiversé à ouvrir ce poste de Rafah? Désormais, ça paraît beaucoup plus fluide, même si au vu de la masse des populations qui étaient évacuées, ça paraît très petit. Mais qu'est-ce que cela dit aussi de la réponse égyptienne aujourd'hui là-dessus? Si vous voulez, il faut se mettre à la place des Égyptiens. Ils ont déjà beaucoup de Palestiniens sur leur sol. Ils ont déjà du mal à stabiliser leur situation intérieure. Mais je crois que la pression est telle qu'il fallait effectivement faire quelque chose. Ça aurait sans doute pu se faire avant. Mais ce que je retiens là-dedans, c'est que ces binationaux qui quittent Gaza, ils ne le font pas de cœur joie. Ils le font parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils étaient là. Parce que ça devient invivable. Pour certains, pour aider la population, pour soutenir cette population qui était en quelque sorte sous perfusion. Donc c'est à la fois une bonne chose parce qu'ils peuvent retourner au pays et puis ils sont surtout sains et saufs. C'est ce qui est quand même le principal. Mais d'un autre côté, c'est aussi quelque part des forces vives qui ne sont plus auprès de la population de Gaza. Voilà, c'est la contrepartie. La France a annoncé un deuxième porte-hélicoptère envoyé au large de la bande de Gaza, en plus du Tonnerre. À quoi cela va-t-il servir? On parle uniquement, finalement, d'appui, pas forcément militaire, pas de logistique militaire, mais ce sont finalement des hôpitaux sur l'eau qui vont servir à la population civile pour les soigner, parce que les hôpitaux de la bande de Gaza sont aujourd'hui ou inaccessibles ou certains hors d'usage. Mais c'est... Il n'y a pas de petits gestes en matière de soutien de la crise humanitaire qui est en train de se développer. Donc, je vois que vous répondez finalement en sous-texte à ceux qui disent que finalement la France n'est pas forcément assez présente, ou en tout cas comparée à la présence américaine. Écoutez, oui, mais la présence américaine, elle ne s'est pas encore matérialisée dans ce domaine-là. Ça serait bien qu'elle le fasse, sans doute. Mais c'est bien, c'est un signe d'espoir. On a quelque part un pays qui nous soutient et qui veut nous aider face à cette crise majeure, cette crise humanitaire. Mais, si d'autres suivent, je pense que maintenant les Israéliens ont compris que c'était important aussi de laisser cette action se développer. C'est très bien, c'est une première étape. Espérons que, par exemple, dans le Sud, il y ait de plus en plus de moyens de cette nature. Et je pense que la France peut s'enorgueillir de mener cette action, même si quantitativement, bien sûr. Qu'est-ce qui serait à la hauteur du drame qui est en train de se jouer? Donc, il n'y a pas de petites aides. Et puis, il y a une démonstration de la volonté de soutenir ce peuple qui souffre. Sébastien Lecornu a d'ailleurs précisé qu'il sera prêt à appareiller autour de la mi-novembre. En ce 3 novembre, vendredi, j'aimerais vous interroger sur aussi cette prise de parole très attendue du chef du Hezbollah aujourd'hui, de la possibilité d'un risque d'embrasement dans la région. Qu'est-ce que peut dire aujourd'hui le chef du Hezbollah? Est-ce que est à craindre la politique du pire quand on voit les premières déclarations? Lui-même n'a pas pris la parole officiellement depuis le 7 octobre, mais est-ce qu'il faut craindre finalement ce jour? C'est vendredi, c'est le jour de la prière, donc il y a ce qui va être dit et il y a les actes. Il va falloir sans doute dissocier les deux. Le Hezbollah ne peut pas rester dans l'ombre de ce qui est en train de se passer. La population palestinienne ne le comprendrait pas et le Hezbollah perdrait un peu sa notoriété. C'est quand même la force d'opposition majeure à Israël. C'est pour ça qu'Israël s'était positionné... Et une force de frappe beaucoup plus importante que celle du Hamas aussi. Une force de frappe soutenue encore plus ouvertement par l'Iran que ne l'est le Hamas. Donc on voit que c'est là que se situe l'axe. Il y a eu aussi des déclarations iraniennes. Maintenant, regardons dans les faits, il y a plus que des escarmouches. Mais on a fini par s'habituer à ces échanges de tirs. Et puis, évidemment, en toile de fond, il y a toujours et encore le Liban. Toujours et encore le Liban. Situation politique plus qu'instable. Est-ce que le Hezbollah
Iran et le Hezbollah et l'Iran vont prendre ce risque. Ils savent très bien qu'Israël est capable de faire face à ces deux fronts. Ils savent très bien que les Américains sont là et l'affichent très clairement pour soutenir Israël si la situation devait se dégrader. Et c'est pour ça que les Américains ont frappé très fort, sont intervenus très fort d'emblée en disant « Attention, nous sommes là. Bien sûr. Et nous avons la volonté. » Et vous dites aujourd'hui qu'Israël est capable aujourd'hui d'affronter ce deuxième front s'il devait souffrir? Je crois qu'elle est capable, comme elle l'a été par le passé. C'est pas la première fois qu'elle a à faire face à plusieurs fronts. Ça demande une mobilisation permanente. Le pays est sur le pied de guerre. Les Israéliens souffrent, c'est certain. Ils ont été obligés d'évacuer des zones. Donc là aussi, il y a des réfugiés. On parle des réfugiés palestiniens, mais il y a aussi des réfugiés en Israël. Il faut le reconnaître. C'est un peuple qui est en armes. Il faut le soutenir. Et le meilleur soutien qu'on puisse donner, c'est de bien montrer à tous ceux qui pourraient avoir la tentation de rentrer dans ce combat que ça serait pour eux une très grave erreur. Prise de parole très attendue donc d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah à la mi-journée. Général Paloméros, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Tout de suite, c'est votre météo, Ange. Et puis ce sera le temps de l'info avec Elisabeth Martichoux. Belle journée à tous.